Ok, on va passer au dossier numéro 2, que j'aime bien, qui est sympa. Brian, il a 26 ans. Et il s'appelle Brian. Non, mais il s'appelait vraiment Brian, ce patient. C'est un vrai patient, et il s'appelait vraiment Brian. Et il avait un nom d'Irlandais à coucher dehors, mais il s'appelait vraiment Brian. Voilà. Il s'appelait Brian O'Brien, voilà, tout à fait. Et un soir de la Saint-Patrick, il vient nous voir. Et il vous consulte pour un tremblement du membre supérieur gauche qui est apparu il y a 4 mois. Il n'a pas d'antécédent personnel ou familial. Il est gêné par ce tremblement qui survient essentiellement au repos, disparaît lors de l'action du maintien postural. Il a noté une lenteur dans l'exécution des gestes, notamment l'utilisation de son ordinateur. Enfin, c'est vraiment ce qu'il disait. Lui, il vous disait, je n'arrive plus à taper avec ma main gauche. Il était en plus gaucher. Il disait que tout, il devait faire, il avait une petite start-up, il devait faire des chèques pour ses employés à la fin de la semaine. Et au bout du, je ne sais pas combienième chèque il signait, il n'arrivait plus à signer. Il était gêné par son membre supérieur gauche. Ensuite, lors de votre examen clinique, vous mettez en évidence une lenteur et des irrégularités lors de l'exécution des mouvements fins et alternatifs de la main gauche par rapport à la main droite. Alors, il y a tout un jargon neurologique qu'on aime bien utiliser. Après, il faut, quand vous lisez un dossier de sémio-neuro, il faut visualiser le malade. D'accord ? Il ne faut pas juste lire des mots et « Ah tiens, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça ». Non, il faut essayer d'imaginer le malade. Qu'est-ce que c'est que les mouvements fins et alternatifs ? C'est ça, d'accord ? C'est faire des mouvements d'opposition pouce-index ou d'ouverture-fermeture de la main ou des mouvements alternatifs au niveau de la main. D'accord ? Bon, j'ai vu faire ça, on peut plutôt faire ça qu'autre chose. Ok ? Donc quand on a des irrégularités, une lenteur et des irrégularités du mouvement, ça donne des mouvements qui ne sont pas naturels, qui sont d'une petite amplitude, qui sont irréguliers. Donc voilà, c'est ça que ça donne d'un côté à gauche. Ok ? Donc là, je te demandais les éléments qui vont à l'encontre d'un tremblement essentiel chez ce sujet jeune. Alors j'ai mis qu'il était jeune, j'ai mis que ça disparaissait en posture, que c'était présent au repos, qu'il y avait d'autres signes neurologiques associés et qu'il n'y avait pas... Ça s'appelle comment ces autres signes neurologiques associés ? Bah, il y a une akinésie, il y a... Quoi ? Une akinésie, non, c'est pas ça. Ouais, j'ai entendu une kinésie, mais... donc, tu as dit une akinésie, plutôt une bradycinésie. Une bradycinésie. Et voilà. Et adiadococinésie. D'accord. Ça rentre un peu... c'est pas vraiment un trouble de la coordination ici du mouvement. La diadococinésie, c'est plus ce qu'on voit dans le syndrome cérébelleux, c'est-à-dire une coordination d'un membre par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coordonnés lors des mouvements alternatifs. Tandis qu'ici, les irrégularités, la lenteur lors des mouvements alternatifs, ça rentre aussi dans le syndrome bradycinétique. D'accord ? Donc là, pourquoi il n'a pas un tremblement essentiel ? Pour comprendre ça, je vais vous faire le patient. Je suis le patient, j'arrive. Bonjour docteur, je viens vous voir parce que j'ai un tremblement du même membre supérieur gauche. Cas numéro 1, j'ai un tremblement essentiel du membre supérieur gauche. Ah, bonjour docteur, ouais, je viens vous voir parce que je suis super gênée, je tremble de la main gauche. Ça fait plusieurs mois, mais bon, au début, je ne me suis pas vraiment inquiétée parce que mon père a ça, mon grand-père a ça. Enfin, finalement, toute la famille tremble, donc je me suis dit que c'était dans les gènes, quoi, hein, docteur. Mais là, je suis gaucher, ça me gêne quand même un petit peu. Et puis, quand j'essaie d'attraper quelque chose, j'ai vraiment du mal. Alors là, vous l'examinez. Alors, au repos, hein, vous faites mettre le patient comme ça, les mains au repos. Rien du tout. Tremble pas. OK ? Pas de tremblement de repos. Ensuite, vous allez dire au patient de maintenir une posture. D'accord ? Et là, vous allez commencer à avoir petit tremblement ou maintien postural. D'accord ? Ça, c'est un petit tremblement distal. Vous allez pouvoir le mettre en évidence en proximal par la manœuvre du Breuther, celle-là. D'accord ? Vous allez voir un petit tremblement fin proximal aussi. D'accord ? Ça va se voir au maximum dans l'action. C'est pour ça qu'il était gêné, ce patient. Il attrape le brodo, il essaie de se servir, il en fout partout. D'accord ? Donc, c'est en plus la composante d'action qui est en général secondaire par rapport à la composante posturale. D'accord ? Vous examinez le patient, rien du tout. Hein. Tout va bien. Ok, ça, c'est le premier type. C'est souvent d'un côté, mais si vous regardez dans le tremblement dans le tremblement essentiel, ils ont souvent une petite atteinte contralatérale. C'est souvent pas unilatéral strict. D'accord ? Si par contre, vous êtes devant patient numéro 2, qui vient parce qu'il a un tremblement autre, d'accord ? On va voir comment il arrive. Donc il arrive, pareil, il a 26 ans.
il est gêné, personne ne tremble dans sa famille, hein, vous l'interrogez, mais alors là, personne ne tremble dans la famille. Par contre, lui, il tremble, ça se voit. D'ailleurs, il essaie toujours de faire quelque chose un petit peu avec ses mains parce que c'est surtout au repos que ça se voit. D'accord ? Tremblement de repos, là, le petit émiettement au niveau du bras qui peut s'étendre au niveau proximal aussi. D'accord ? Il est en plus gêné dans les activités, même lors de l'action, mais dans l'action, il n'est pas gêné par le tremblement lui-même. Dans l'action, il est gêné par ce que tu m'as dit, la bradycinésie. D'accord ? La lenteur d'exécution des mouvements. Et voilà, et ça s'appelle, c'est la réponse à la question 2. Un syndrome extra-pyramidal. Tout à fait. Donc voilà, vous avez la différence entre le tremblement essentiel, où il y a des antécédents familiaux qui sont très 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 fréquemment retrouvés, et le tremblement parkinsonien. Alors là, chez Brian, on pouvait dire qu'il avait un tremblement. Je vais vous le dire chaque fois avec l'accent américain. Juste histoire de vous faire rigoler à chaque fois. Chez Brian, il avait un tremblement parkinsonien. Pourquoi ? Et pourquoi il n'avait pas un tremblement essentiel ? Premièrement, un argument qui vaut ce qui vaut, c'est qu'il n'avait pas d'antécédent familial. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même fréquemment retrouvé. Le fait qu'il était jeune, ça se voit tout à fait d'avoir un tremblement essentiel chez le sujet jeune. D'accord ? Deuxièmement, c'est le caractère unilatéral strict. Je vous ai dit qu'on retrouvait fréquemment quelque chose de l'autre côté, même si ça peut être très asymétrique. On retrouve chez Brian l'absence de caractère postural ou d'action de son tremblement. On est devant un tremblement de repos essentiellement. Ensuite, l'association au syndrome bradycinétique. Ça, c'était l'argument qui tue, mais vraiment qui tue. C'est-à-dire qu'un tremblement essentiel avec un syndrome bradycinétique, ça n'existe pas. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'était la réponse à la question 1. Question 2, tu nous l'as dit, c'est un syndrome extra-pyramidal pour ceux qui se posent encore la question, syndrome extra-pyramidal. Et syndrome parkinsonien, ça veut dire exactement la même chose. D'accord ? On utilise indifféremment l'un ou l'autre. Le fait de parler de syndrome parkinsonien ne préjuge pas d'une maladie de Parkinson idiopathique, c'est juste le nom du syndrome. Ok ? La voisine, je te demandais, qu'est-ce que tu recherches à l'examen clinique ? Alors à l'interrogatoire, j'avais remis les antécédents, mais c'était donné. S'il prenait des traitements. Et ensuite, à la clinique, j'ai recherché le tremblement de repos qui est accentué lors du calcul mental, par exemple. Le syndrome bradycinétique, du coup, avec la marche à petits pas, la festination, les piétinements à l'initiation de la marche, la perte du ballon du bras, l'attitude voûtée, la difficulté à se lever d'une chaise. La micrographie, la mimie et la voix monocorde, l'hypertonie spastique en roue dentée et des symptômes associés. L'hypertonie spastique en roue dentée. Hypertonie. C'est l'autre. Plastique. Plastique. Et des symptômes associés, un syndrome dépressif, une hypotension orthostatique. Ouais. D'accord. Donc là, tu as fait l'examen du syndrome parkinsonien globalement. Tu es allé un peu plus loin ? D'accord. Mais je t'en veux pas. C'est une question difficile. Finalement, c'est vachement difficile parce que quand on vous fait... pour moi, ça a été difficile, l'étude du mouvement anormal, même au cours de mon internat, je pense que c'est quelque chose auquel on est très mal préparé pendant l'externat. C'est-à-dire c'est difficile à appréhender. Vous apprenez la maladie de Parkinson idiopathique dans vos bouquins, mais vous ne savez pas quelle est la démarche diagnostique, et a fortiori chez un sujet jeune, devant la survenue d'un tel syndrome. D'accord ? Comment on va arriver progressivement à un diagnostic de maladie de Parkinson à partir juste d'un symptôme, c'est-à-dire que le patient vient avec sa plainte qui est un tremblement. Quelles sont les démarches pour arriver au diagnostic, finalement, ou pas, de maladie de Parkinson idiopathique ? Donc déjà, nous, on a vu la première étape. La première étape, c'était devant un tremblement, essayer de rechercher les différentes causes de tremblement. D'accord ? Selon les caractéristiques du tremblement, on pouvait se retrouver devant un tremblement. On pouvait se retrouver devant un tremblement, on a dit, essentiel, avec toutes les caractéristiques qu'on a vues précédemment. On pouvait se retrouver devant un tremblement extra-pyramidal, qu'on a décrit aussi. Les autres, qu'est-ce qui peut encore donner un tremblement ? Ça peut être le syndrome cérébelleux, ça peut donner un tremblement un petit peu d'intention, d'action, isolée, associée aux autres caractéristiques du syndrome cérébelleux, la dysmétrie, la dyschronométrie, la diadococinésie, les troubles de l'équilibre, les troubles de la phonation, toutes ces choses-là. D'accord ? Donc devant un tremblement, essayez déjà de faire le tri sur le plan sémiologique
entre un tremblement essentiel, tremblement d'origine cérébelleuse et tremblement parkinsonien. Ici, on était dans le cadre d'un tremblement parkinsonien. Quart de repos, lent, toutes les caractéristiques que vous connaissez, qui ne touche pas le chef, d'accord, il ne fait pas oui, oui ou non, non, mais qui peut toucher la mâchoire inférieure, d'accord. Donc là, c'était le syndrome parkinsonien. Après, quand vous allez avoir un tremblement que vous pensez parkinsonien, la démarche, ça va être de faire comme elle a commencé, c'est-à-dire d'étayer la recherche sémiologique en faveur à la recherche d'autres éléments de la triade parkinsonienne. D'accord? Donc là, vous allez rechercher, première étape, c'est rechercher les autres éléments de la triade. Dans la recherche des autres éléments de la triade, il y a bien la recherche, bien sûr, de cette bradykinésie, hein, cette lenteur qui peut se voir aussi à la marche, avec une marche qui est lente, à petits pas, avec une perte du ballon d'un bras, souvent du bras touché. Hein, c'est un début très très asymétrique dans la maladie de Parkinson idiopathique notamment. Donc rechercher ça à la marche, rechercher cette voix qui va être monocorde, qui va être un petit peu ralentie aussi, mais ça c'est dans les formes un petit peu plus évoluées. Rechercher les difficultés à l'écriture avec cette micrographie. Tout ça, c'est lié au syndrome bradykinétique. D'accord? Vous allez ensuite rechercher à l'examen la rigidité. Moi, je l'appelle... à force de voir les étudiants se tromper entre raideur spastique et plastique, j'utilise le terme de spasticité pour l'atteinte pyramidale, mais je préfère juste dire une rigidité extra-pyramidale, c'est le terme que j'utilise, la rigidité extra-pyramidale, ton interlocuteur comprendra, avec phénomène de roue dentée qui peut se manifester à la manœuvre de Froment. La manœuvre de Froment, c'est quand tu demandes au patient lui d'effectuer des mouvements d'un côté, des mouvements, par exemple rotation du bras, et que tu testes la raideur de l'autre côté, soit au niveau du poignet, soit au niveau du coude, soit au niveau de l'épaule, et que tu vois apparaître lors de la réalisation de ces mouvements-là, cette raideur, cette roue dentée, à cause de la facilitation. D'accord ? Ça peut se tester aussi aux membres inférieurs, hein, ça peut se tester en axial aussi. Donc n'oubliez pas quand vous examinez vos patients à l'hôpital de le regarder un petit peu partout. Ensuite, donc vous avez défini, en recherchant les éléments de la triade, vous avez défini le spectre de votre syndrome extra-pyramidal. Ensuite, va se poser la question de l'étiologie. Alors, tout syndrome parkinsonien n'est pas une maladie de Parkinson idiopathique. Il y a des maladies, des causes spécifiques, soit des maladies générales, soit des causes toxiques, soit des maladies génétiques, par exemple, qui peuvent expliquer un syndrome parkinsonien. Sinon, on peut avoir la survenue d'autres maladies neurodégénératives, qu'on appelle les syndromes PARC+. Et enfin, c'est qu'après avoir éliminé par votre examen clinique toutes ces causes-là, et avoir recherché l'argument essentiel qu'on va voir à la question 4, qu'on pourra parler de maladie de Parkinson idiopathique. Pas à la question 4, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez recherché les éléments de la triade. Quelles sont les causes spécifiques qu'on va rechercher en petit 2? Allez, quel est le 0 à cette question? Les neuroleptiques. Ok? Recherche d'une cause spécifique. Et avant tout, la prise de neuroleptiques. Ça peut être quelqu'un qui a pris des neuroleptiques mais qui a arrêté. D'accord? Donc rechercher dans l'histoire du patient une prise de neuroleptique, sa durée, les doses du traitement, toutes ces choses-là. Alors ça peut être une manifestation tardive de la prise des neuroleptiques. Donc ça peut se voir, en général ça se voit chez les patients qui prennent des neuroleptiques au long cours, ces choses qui peuvent se voir commencer alors que le patient prend encore ses neuroleptiques. Sinon l'apparition peut survenir même quelques mois après la prise de neuroleptiques. Donc vous allez rechercher avant tout cette prise de neuroleptiques dans le cadre d'une cause spécifique. Sinon les autres causes, ça peut être des antécédents d'intoxication au CO par exemple, des prises de toxiques qui peuvent entraîner des atteintes des noyaux gris centraux, une toxicité vers les noyaux gris centraux, vers les circuits dopaminergiques. Ça peut être chez le sujet jeune, il faut y penser absolument, une maladie de Wilson, donc rechercher tous les signes
extra-neurologiques qui peuvent vous orienter, notamment un antécédent familial, des anomalies hépatiques, un anneau de Kaiser-Fleischer, toutes ces choses-là. D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez éliminé les grosses causes générales ou spécifiques entraînant un syndrome extra-pyramidal, vous allez compléter votre examen neurologique. Donc, vous avez recherché tous les ensembles de la triade parkinsonienne, mais vous avez quand même poussé votre examen neurologique à la recherche d'autres signes neurologiques qui peuvent orienter vers une cause neurodégénérative dite Parc+. Alors ça, je peux mal barrer avec ce truc. Alors, les Parc+, ce sont des maladies neurodégénératives qui peuvent, pour certaines, survenir même chez un sujet jeune et qui vont donner une atteinte et des circuits dopaminergiques, mais aussi d'autres voies neurologiques. On en connaît les plus connues et celles que vous allez retrouver dans vos bouquins. C'est notamment l'atrophie multisystématisée. Alors, l'atrophie multisystématisée, qu'on appelle MSA, ça peut se voir chez le sujet jeune. On peut avoir un début chez un sujet jeune. Bien sûr, c'est super rare, mais ça peut se voir. Ça va donner un syndrome cérébelleux ou un syndrome ou parkinsonien, associé à des troubles dysautonomiques. Donc, il faut savoir rechercher hypotension orthostatique précoce, troubles vésico-sphinctériens avec souvent une dysurie. Donc, vous allez rechercher ça à l'interrogatoire. Syndrome cérébelleux et troubles dysautonomiques. Ensuite, dans les autres syndromes Parc+, on a notamment la PSP qui, elle, se voit, je crois que ça n'a pas été décrit chez le sujet jeune, de moins de 30 ans encore, hein, mais en tous les cas, il faut savoir que ça existe. Ça, c'est plus entre parenthèses pour ce dossier-ci, mais la PSP ou paralysie supranucléaire progressive, ça va donner un syndrome parkinsonien plus des troubles cognitifs, en général de type frontaux, une paralysie d'élévation du regard, ensuite un autre syndrome Parc+, qui est moins connu, en tous les cas d'entre vous, s'appelle la dégénérescence cortico-basale ou DCB, et ça va donner un syndrome avec un caractère très 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 unilatéral, avec d'un côté un syndrome parkinsonien, avec du même côté des troubles praxiques. Par exemple, si imaginons que c'est un patient qui est une atteinte à droite, il va avoir toute la rigidité du côté droit, les signes parkinsoniens à droite, et en plus, quand vous allez lui demander de faire, par exemple, ce geste-là, il va très bien arriver à positionner sa main gauche, mais il ne va pas arriver à positionner sa main droite. C'est-à-dire qu'il a des troubles praxiques unilatéraux. C'est aussi souvent associé à des troubles sensitifs profonds d'un côté. C'est lié à une atteinte pariétale, la DCB. D'accord ? Ensuite, dans les Parc+, mais dans lequel la présentation, le syndrome Parkinson est souvent en deuxième plan, vous avez la maladie à corps de Lévy diffus. Mais vraiment, on est dans un cadre de quelque chose, on a une présentation cognitive initiale. Donc, vous voyez que l'examen clinique, ce que je vous demande à la question 3, c'était premièrement de compléter la recherche de la triade parkinsonienne. Deuxièmement, de rechercher à l'interrogatoire et l'examen clinique des causes spécifiques. Et les deux à côté desquelles je ne voulais pas que vous passiez, c'était les neuroleptiques. Ça, c'est 0 maladie Parkinson égale neuroleptique. Hein. Un dossier de Parkinson, toujours pensé neuroleptique. Et la maladie de Wilson compte tenu du contexte. Et troisièmement, compléter l'examen neurologique à la recherche d'autres syndromes neurologiques qui pourraient s'inscrire dans une maladie neurodégénérative autre, type Parc+. D'accord ? Enfin, je vous disais, ce patient, voilà, vous avez fait votre examen clinique et je vous demandais une présentation de ce type-là chez un sujet jeune. Quel est l'examen qui paraît essentiel devant ce tableau ? Moi, j'ai mis une cuprémie, mais apparemment, c'est pas ça, puisque c'est autre chose. Écoute, j'ai beaucoup hésité pour ce dossier. C'est vrai que tu as toujours l'arrière-pensée de te dire est-ce que c'est un Wilson ? Mais dans la démarche à la recherche d'un Wilson, j'aurais plus tendance, moi, à faire une IRM cérébrale d'abord, parce que, dans le Wilson, tu as toujours des anomalies IRM, notamment des noyaux gris centraux, donc tu vas pouvoir avancer dans ton diagnostic là-dedans, et que deuxièmement, l'IRM te permet aussi de rechercher d'autres causes
d'autres causes de syndrome parkinsonien, notamment chez les gens qui ont des antécédents d'anoxie ou d'intox OCO. Il y a des atteintes spécifiques des noyaux gris centraux. Vraiment, ça te permet quand même de balayer un certain nombre d'étiologies et notamment de ne pas passer à côté d'une maladie de Wilson. Donc ça me semble un examen plus complet que la cuprémie, mais c'était pas du tout débile de marquer cuprémie. Et à l'internat, vous verrez aussi des questions très restrictives comme ça. Malheureusement, c'est un autre examinateur aurait peut-être coté cuprémie. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tous les cas, pour moi, en tant que neurologue, je pense que l'IRM t'apporte plus d'informations. Ok, donc il fallait mettre que tu réalisais non pas un scanner, mais une IRM cérébrale en séquence T1, T2, flair, T1 avec injection de gadolinium. Donc ça, c'est l'IRM un petit peu basique. Et au moins essayer de faire des coupes horizontales et des coupes coronales. Parce que autant les coupes sagittales, ça nous aide à bien voir le corps calleux dans les maladies inflammatoires, autant les coupes qu'on fait coronales, ça vous aide à bien voir les noyaux gris centraux et l'atteinte éventuellement spécifique des noyaux gris centraux. Ok ? Alors, tu vas avoir des hypersignaux en séquence T2 ou flair au niveau des noyaux gris centraux, mais pas juste, ça peut être au niveau des noyaux codés, au niveau des noyaux lenticulaires, ça peut être aussi au niveau des noyaux dentelés ou du tronc cérébral. Donc, c'est des hypersignaux au niveau des noyaux gris centraux qui correspondent à des dépôts donc de métaux à ce niveau-là. La voisine. Ton examen, je te disais, et ton bilan était normal. Tu conclus à une affection idiopathique. Il fallait traduire ici maladie de Parkinson idiopathique. Quelle est ton attitude Alors, c'est un traitement ambulatoire. Au niveau médicamenteux, on va proposer un agoniste dopaminergique. Tout à fait. Ensuite, on va faire une prise en charge sociale avec soutien psychologique, prise en charge 100%. Merci. On va lui proposer aussi pour sa bradykinésie kiné-rééducation peut-être. Bon, on va voir déjà, on s'attend quand même à ce qu'il soit notablement amélioré par le traitement. Donc, en général, l'amélioration, c'est dans les premières années de traitement, elle est très importante, si importante que les patients n'ont pas forcément besoin de rééducation. Donc, c'est bien d'y penser, on ne t'en voudra pas d'y penser, mais en pratique, tu ne lui proposes pas d'emblée la kinésithérapie. Tu vas le revoir après pour évaluer la réponse au traitement, le pourcentage de réponse au traitement, et voir s'il a besoin d'une prise en charge en rééducation. Ok ? Donc, c'était très bien. Ce patient, vous aviez fait votre examen, passé du tremblement, vous étiez passé au syndrome parkinsonien. Vous aviez ensuite éliminé les causes connues de syndrome parkinsonien pour conclure à une maladie de Parkinson idiopathique. L'argument ensuite diagnostique essentiel qu'il va falloir obtenir, c'est l'existence d'une dopasensibilité, d'accord ? Et en plus, ça vous permet de soigner le malade accessoirement qui est gêné dans les activités de la vie quotidienne, d'accord ? Donc je dirais que après votre examen clinique, la 4e étape ici, c'est l'évaluation de la dopasensibilité. Alors, on ne fait plus de tests aigus à la L-Dopa à visée diagnostique, c'est-à-dire qu'on fait plus ce qu'on faisait à l'époque où moi j'étais externe, c'est-à-dire qu'on donne une dose de charge de Modopa à un patient pour voir comment il répond dans le temps à la L-Dopa pour monitorer ses symptômes suite à la réponse à la L-Dopa. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer au patient un traitement soit par agoniste, soit par L-Dopa, selon les critères d'âge ou d'existence d'antécédents qui pourraient contre-indiquer notamment un agoniste, pour évaluer la réponse au traitement. Donc vous allez le voir en consultation, l'examiner, lui proposer une IRM, revoir que l'IRM est normale. Consultation suivante, vous allez lui proposer un traitement et vous allez lui dire je vous revois d'ici 2 mois par exemple pour évaluer la réponse au traitement. Des fois, il y a des patients qui sont tellement soulagés qu'ils vous passent un petit coup de fil entre-temps pour vous dire « Docteur, c'était miraculeux, je me sens vraiment mieux. » Voilà. Ok. Donc là, effectivement, le médicament de choix, compte tenu de son âge, était ici de prescrire un traitement par agoniste dopaminergique à dose progressive. On associe toujours quand même à la dompéridone pour la tolérance.
Et bien sûr, tu l'as dit, ne jamais oublier, pensez-y toujours. Dans les maladies neurologiques qui ne sont pas aiguës, qui sont des maladies chroniques, pensez à la prise en charge à 100%. D'accord? N'oubliez pas. Ok? Donc, agoniste dopaminergique. Je vous demandais après, alors là, c'est une question un petit peu... Ouais. Amélioration considérable des symptômes. Et vous continuez de suivre Brian régulièrement en consultation. Après quelques mois sous traitement par pramipexole, ça s'appelle le Cifrol, l'épouse de Brian vient vous voir parce que son comportement a changé. Il est pathologiquement jaloux. Il a acheté de nombreux vêtements de luxe sur Internet, passe toutes ses nuits sur Internet entre les casinos et l'achat de vêtements de luxe. Il s'est mis à faire des rencontres amoureuses sur des sites douteux. Je ne vais pas aller plus loin. Amoureuses. Hein. J'étais très polie. Quelle cause évoquez-vous pour expliquer ce changement de comportement? Quelle est votre attitude? Alors, ça doit être un effet secondaire du traitement. Tout à fait. Donc, c'est plutôt maniaque, je dirais, comme comportement. Ouais. En fait, c'est un nom bien particulier. C'est des patients qui vont avoir effectivement un effet secondaire des agonistes dopaminergiques. C'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que dans vos bouquins, on vous saoule avec la liste des effets secondaires de la L-Dopa. Voilà comment adapter le traitement, et c'est super, hein, parce qu'il faut savoir le faire. Mais depuis quelques années, on parle de plus en plus des effets secondaires associés aux agonistes dopaminergiques. C'est-à-dire que quand moi j'étais à votre place, on pensait que la L-Dopa, c'est de la merde. Alors il faut essayer le plus possible des agonistes dopaminergiques pour éviter qu'ils fassent les dyskinésies, les machins, que ce soit le plus tard possible. Donc on avait tendance vraiment à essayer de prescrire des agonistes. Maintenant, on se rend compte que les agonistes, ils sont incriminés dans certains troubles du comportement. Donc ça peut être des états maniaques, de jalousie pathologique, ça peut être des achats, des achats pathologiques, ça peut être on a vu des épouses qui venaient voir le docteur parce que leur mari en redemandait 3 fois tous les soirs et qu'elles en avaient marre de passer à la casserole tous les soirs, elles n'en pouvaient plus. Ça peut être difficilement vécu par certains conjoints, hein, hommes ou femmes. Et voilà. Et donc l'ensemble de ces symptômes, de ces troubles du comportement et ces troubles psychiatriques associés aux agonistes dopaminergiques entrent dans ce qu'on appelle le syndrome de dysrégulation dopaminergique. Donc c'est le nom du syndrome, ça s'appelle un syndrome de dysrégulation dopaminergique, complication donc du traitement par agoniste. D'accord ? Alors, ton attitude thérapeutique? Alors, on va hospitaliser Brian. On va arrêter le traitement par agoniste dopaminergique. On va peut-être, s'il est toujours agité, on va peut-être mettre des benzos. Ouais. Il n'est pas forcément agité, il est maniaque. Hein. C'est comme un maniaque en ville, quoi. Tu vois, il parle beaucoup, il est content, il va sur 36-15, je sais pas quoi, tous les soirs. Enfin voilà, tu vois, je veux dire, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être hospitalisé? Je suis même pas sûre, parce qu'il n'est pas dangereux et que c'est quelque chose qui peut être pris en charge en ambulatoire. D'accord? Il y en a qui peuvent être violents. Mais c'est rarissime. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'une hospitalisation. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc toi, tu disais, on va arrêter. Donc on ne va pas les arrêter brutalement, les agonistes dopaminergiques. On va les arrêter rapidement, progressivement. C'est-à-dire, on va faire vite quand même, mais on ne peut pas les arrêter brutalement parce que sinon, ils vont être off. Et on va faire un relais par L-Dopa qu'on va, augmenter de façon progressive aussi. En prévenant le patient du fait du changement de traitement, de l'arrêt des agonistes et du début de la L-Dopa, il est possible qu'il y ait une période pendant laquelle il soit un peu moins bien sur le plan neurologique, sur le plan moteur. D'accord? Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est comme chez le maniaque, la mesure de sauvegarde de justice. Ça vaut aussi des points, c'est important. Vu qu'il y a des achats pathologiques, c'est un patient qui s'est endetté, qui a endetté son couple, il faut absolument mettre en place les mesures de sauvegarde de justice. Ces syndromes de dysrégulation dopaminergique, vous voyez que ça peut prendre vraiment différents aspects, achat pathologique, jeu pathologique, état maniaque. Il y a des patients aussi qui, des fois c'est un peu plus sympa pour le malade et pour sa famille. J'ai vu, par l'intermédiaire d'une vidéo, un patient qui, quand il était sous agoniste dopaminergique, il est devenu hyper créatif. Il y a des fois une hyper créativité, c'est-à-dire qu'il s'est mis à écrire des contes.
Et il est venu réciter ses contes. Il a fait des tournées pour raconter ses contes. Il écrit vraiment un très très grand orateur. Il avait cette présence sur scène. Il racontait ses contes sur scène. Il les avait écrits. C'était extraordinaire. Et en fait, bon, petit à petit, s'est installé d'autres problèmes. Il est devenu un peu maniaque. Sa femme s'en est un peu plaint. Et voilà. Et du coup, bon, on en est venu à un autre traitement. On a arrêté son traitement par agoniste. Et ce patient est devenu hypocréatif, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même plus réciter ses propres poèmes. Il est devenu, il était limite apathique, quoi. Et c'était encore plus difficile pour lui à vivre que finalement l'état hypomane, hyper créatif qu'il avait avant. Donc voilà. Donc ça peut prendre différents aspects, mais c'est bien de savoir interroger les patients sous agonistes dopaminergiques sur ces différents symptômes. Chut. Alors on va passer à la question. Ouais. Alors, celui-là, il est connu. Je pense que... oui, je pense qu'il faut peut-être en connaître quelques-uns. Tu vois, le Cifrol, c'est un qui est très fréquent, le Trivastal aussi. Voilà, mais sinon, je pense qu'à l'ENC, ils vous indiqueront sûrement de la... Enfin, ça dépend comment se pose la question. Là, je voulais pas te guider. J'aurais pu même pas mettre qu'il était sous agoniste, parce que c'était ce que tu étais censé avoir fait à la question d'avant. Tu vois, j'aurais pu dire, après l'instauration de votre traitement, le patient a les symptômes suivants. D'accord ? Chut. Ok ? Donc, ça dépend comment se présente la question. Si ça ne vous guide pas pour les questions précédentes, il pourrait très bien vous mettez un traitement par agoniste dopaminergique et voilà ce qui se passe. Alors, la question suivante, tu as changé le traitement, une dizaine d'années plus tard, il est sous Modopa, donc là, vous devez le connaître, il a des mouvements anormaux. Je vous donnais les horaires des prises et je vous donnais l'apparition des mouvements anormaux. C'est des mouvements plutôt de type balique. Alors balique, c'est des grands mouvements amples en général, qui touchent la racine des membres, avec des postures anormales, parfois douloureuses. Et je te demandais qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que tu devais faire. Alors c'est des dyskinésies de fin de dose associées à des dystonies. Tout à fait, ce sont des dyskinésies de fin de dose associées à des dystonies. Des postures dystoniques. Et faut fractionner. C'est quoi l'origine de ça? C'est une complication du traitement dopaminergique, donc que tu me dis. D'accord. Voilà. C'est une complication de la L-Dopa. Ouais. Et on peut fractionner les doses et utiliser de la L-Dopa à libération prolongée. Ouais, c'est surtout essayer de rapprocher les prises de L-Dopa. Soit en les fractionnant, c'est-à-dire en mettant des plus petites doses plus fréquemment, soit en plus, si le patient voit réapparaître ses symptômes très vite, il y a des phénomènes on-off, ça tu évalueras, tu mettras la même dose plus fréquemment. Donc en tous les cas, l'important c'est de rapprocher les prises de L-Dopa, quelle que soit la dose qu'on lui administre. Alors ces mouvements deviennent de plus en plus invalidants et les modifications ne semblent pas améliorer Brian. Que pouvez-vous proposer à Brian? Et en quoi consiste ce traitement? Alors, j'ai dit qu'on pouvait proposer un traitement neurochirurgical. Tout à fait. Avec mise en place d'électrodes de stimulation des voies nigrostriées dopaminergiques. Tu sais, c'est pas grave du tout si tu ne le sais pas. L'important, c'est de parler du traitement chirurgical ici. Est-ce que tu sais à quel niveau sont placées exactement les électrodes dans la maladie de Parkinson? Non, c'est placé au niveau du noyau sous-thalamique. Voilà, donc c'est très bien. Et donc, c'est très bien. C'est un traitement effectivement chirurgical qu'il fallait proposer, puisque là, il en avait l'indication, c'est-à-dire des complications du traitement qui ne sont pas gérables par les modifications thérapeutiques. Chez un patient, on ne vous parlait pas d'une détérioration cognitive importante, on ne vous parlait pas de signes axiaux très importants, donc a priori, pas de contre-indication chez lui. Et donc, il y a ici la possibilité de lui proposer un traitement chirurgical avec implantation d'électrodes sous-thalamiques qui sont reliées à un stimulateur qui est en région pectorale. D'accord? Et on va, donc, des cours, changer un petit peu l'importance de la stimulation pour améliorer au maximum ces symptômes sans causer d'effets secondaires. Est-ce qu'il ne faut pas que le patient réponde encore à la dopa? Mais là, le fait qu'il ait des dyskinésies ne veut pas dire qu'il ne réponde pas. Il faut, oui. Ah oui, il faut que le patient, bien sûr, s'il ne répond plus à la dopa, de toute façon, on arrive en bout de course et on est trop tard pour la stimulation sous-thalamique. Là, c'est pour ça que c'est souvent des patients qui répondent, je dirais, trop bien à la L-dopa, c'est-à-dire que chez qui on n'a pas vraiment de moment où ils sont juste bien, où ils sont juste on, sans complication du traitement. C'est des patients, c'est des patients chez qui l'administration de L-dopa, chaque fois, va causer des dyskinésies précoces,
handicapante. Et voilà, donc ils répondent, mais un petit peu trop à la L-DOPA, je dirais. Alors, la question d'après, il veut avoir des enfants, il s'inquiète pour sa descendance, que lui expliquez-vous, que lui proposez-vous? Donc moi j'ai dit qu'il faut lui expliquer que le bilan étiologique donc, était négatif, donc, et apparemment c'est une maladie idiopathique, donc il n'y avait pas trop de causes. La dernière cause qu'on peut rechercher, c'est une cause génétique, et donc on peut lui proposer une consultation génétique. D'accord. Alors voilà, c'est la bonne réponse. On va l'étoffer un petit peu si tu veux bien. Donc il fallait dire bien sûr à votre patient que notre bilan avait éliminé d'autres pathologies que la maladie de Parkinson idiopathique qui pourraient être éventuellement transmissibles, que chez lui on était abouti à ce diagnostic-là, qu'il fallait rechercher quand même chez lui, compte tenu de son âge, une cause génétique, mais que du fait de l'absence d'antécédents familiaux, on s'inscrivait plutôt, si cette cause génétique était retrouvée dans le cadre d'une transmission autosomale récessive, d'accord ? Dans le cadre de cette transmission récessive, on avait un risque pour la descendance qui restait très limité, vu qu'il faudrait que sa conjointe soit aussi porteuse d'un gène pathologique pour pouvoir le transmettre à la descendance. Les maladies de Parkinson à profil idiopathique associées à une mutation génétique de transmission autosomique récessive, c'est le plus souvent des mutations du gène de la Parkin, et on le propose chez le sujet jeune de moins de 30 ans, devant une forme comme ça isolée idiopathique quasiment systématiquement. Donc on va lui dire qu'on pourra lui proposer une consultation de conseil génétique et qu'éventuellement on pourra faire un test génétique chez lui. Et si la mutation est retrouvée chez lui, rechercher cette mutation à l'état hétérozygote chez sa conjointe pour pouvoir évaluer le risque de transmission à la descendance. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? C'est pas clair. Si c'est clair, le fait pourquoi il faut que sa femme soit porteuse, c'est clair ? Ok. D'accord. Bon, c'était une question un petit peu difficile. C'est bien, tu vois, tu y as pensé. Je pense que tu aurais eu des points à cette question. Faut pas aller chercher midi à 14h. Des fois, c'est des choses, des questions de connaissance générale. C'est la culture générale de savoir que tout le monde connaît Michael J. Fox. Je sais que voilà, il y a des formes du sujet jeune de maladie de Parkinson, qu'il y a des formes génétiques. Il faut savoir les rechercher. Voilà. De quoi ? Mais attends, tu vas pas me dire que je sais que je suis d'une autre génération du fait de mon grand âge, mais bon quand même, tu as vu Retour vers le futur. Mon Dieu, là je pense que je vous adresse même plus la parole les filles, c'est fini, on va passer au dossier 3, je ne vais pas m'en remettre.